Rendez-vous Experts. Je vous rappelle le concept simple, 3 questions, 3 réponses. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Mathieu, nous allons parler aujourd'hui d'un investisseur de renommée mondiale, j'ai nommé Warren Buffett. Alors Mathieu, pour ceux qui seraient passés à côté de 50 ans d'histoire d'investissement, en quelques mots, qui est Warren Buffett? Eh bien, en quelques mots, pour ceux qui effectivement débarqueraient de la planète Mars, Warren Buffett, ça a été le plus grand investisseur de la fin du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est américain, qui investit essentiellement aux États-Unis dans des big caps, des grosses sociétés assez visibles, assez prévisibles, et qui a réussi à faire 20% par an, grosso modo, pendant 50 ans, de performance sur le S&P 500, comparativement au S&P 500 américain. Il a fait 20% par an, alors que l'indice faisait 10% par an. Donc, il est qualifié de plus grand investisseur. Il a multiplié par énormément les sommes qu'il gère avec son associé Charlie Munger, dans le cadre donc, de cette société qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui vaut plus de 500 milliards de dollars. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a investi très puissamment dans Apple, Coca-Cola, les compagnies aériennes il y a encore peu de temps, et tout un tas de sociétés industrielles dont vous avez entendu parler, notamment en France avec Lubrizol. Il est partout, et c'est un peu quelque part le parrain du capitalisme américain et donc mondial. Alors, Warren Buffett affirme souvent que la réaction court-termiste n'est pas la bonne stratégie. Et j'ai envie de vous demander, Mathieu, en cette période de crise inédite, quelles ont été ses préconisations en termes d'action ou d'inaction sur les marchés financiers? Alors, traditionnellement, Warren Buffett a des techniques de gestion très particulières. Il achète pour l'infini. Il achète et ensuite il ne revend pas. Et donc, c'est un investisseur très particulier parce que d'une part, il sélectionne très peu de valeurs et ensuite, il les tient pour toujours dans son portefeuille. C'était vraiment un investisseur très particulier, très long-termiste. Et son dicton favori, c'était il faut avoir envie quand les autres ont peur, et au contraire, il faut être très prudent quand les autres sont archi-enthousiastes. Et donc, quelque part, avec cette attitude contrariante, il a permis de lutter contre les modes, de lutter contre les cycles, et quelque part, il a eu ses performances grâce en grande partie à ce comportement contrariant et de très long terme. Mais au cours de cette crise, c'est très curieux, il n'a rien acheté, il a renforcé sa poche de cash qui était déjà à 130 milliards de dollars, il ne s'est pas du tout servi de la crise Covid, qui pourtant est une crise clairement passagère, pour acheter, au contraire, il a vendu ses compagnies aériennes, il a fait le gros dos, et donc il a déçu pas mal de monde dans sa conférence du 2 mai dernier, sa conférence annuelle à Omaha, Nebraska, qui est un peu une sorte de mecque tous les ans du capitalisme. Il a déçu beaucoup de gens en disant, finalement, je reste optimiste sur le long terme, mais en ce moment, je ne fais trop rien et je suis une sorte de Fort Knox, un petit peu un roc dans la tempête, et je ne me saisis pas des opportunités liées au Covid ou au rebond post-virus. Et ça a déçu pas mal de monde parce que quelque part, il a un petit peu transigé par rapport à ses positions traditionnelles. Il n'a pas saisi des opportunités au moment où tout le monde avait peur. Et son portefeuille aujourd'hui est un petit peu déséquilibré, très financier, très conservateur, avec beaucoup de cash. Tout ça ressemble un petit peu à de la japonisation. Voilà, vous venez d'évoquer quelqu'un qui surprend, qui est souvent à contre-courant, et Warren Buffett est souvent décrit comme un oracle. Est-ce que vous partagez cette définition? Je crois qu'il a été un oracle pendant des décennies, et je ne voudrais pas donner l'impression de critiquer, parce que évidemment c'est quelqu'un qui a un track record absolument fabuleux de création de valeurs financières pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, l'oracle est un petit peu écorné, sa réputation commence un petit peu à s'affaiblir, mais c'est normal, il a 91 ans et son principal partenaire, Charlie Munger, a 94 ans, et c'est difficile d'être et d'avoir été. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment un statut d'oracle. Il l'a eu probablement jusqu'en 2008, où il jouait quasiment un rôle de seconde banque centrale, quelque part, le rôle que pouvait par exemple jouer JP Morgan lui-même en 1907, quand il réunissait des banquiers dans sa bibliothèque pour réguler le capitalisme. Ce rôle, il l'a eu et il ne l'a plus, probablement parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que d'idées. Et l'oracle, probablement actuel, c'est plutôt Elon Musk, c'est-à-dire quelqu'un qui a également une vision long terme, c'est un point commun, quelqu'un qui est également très focus sur quelques obsessions comme ça, qui sélectionne, qui n'achète pas des ETF ou des trackers, mais Elon Musk qui bâtit un empire pour demain, dans la voiture électrique,
dans l'aérospatiale. Et probablement aujourd'hui, c'est plus lui qu'on écoute pour savoir quelles vont être les grandes tendances de demain que quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, certes, mais qui n'a pas à proprement bâti quelque chose de cohérent sur le plan industriel et commercial, qui a eu beaucoup de réussite financière, mais qui s'intéresse assez peu à la technologie et finalement qui s'intéresse peu au futur. Et ce que cette crise nous a montré, c'est que malheureusement, Warren Buffett était plutôt maintenant concentré sur la préservation du patrimoine plus que sur de grandes perspectives de développement dans le futur. Alors Mathieu, dernière question de notre entretien. Quel serait, selon vous, l'héritage de Warren Buffett? Ce sera un héritage très particulier. Sur le plan purement patrimonial, il a décidé de mettre sa fortune au service de la fondation Gates. Et donc, il y aura cette tradition philanthropique américaine qui sera maintenue, puisque, évidemment, tout ça fera du bien à la santé, à l'Afrique et un certain nombre de causes nobles défendues par cette fondation. Mais sur le plan de l'héritage spirituel ou intellectuel, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il a défendu pendant des décennies le stock picking focalisé, c'est-à-dire un investissement vraiment de sélection de valeurs de qualité sur le long terme. Et ça, j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant par rapport à cette logique indicielle qui finalement est communiste, cette logique d'ETF ou de tracker qui ne cherche même pas à savoir où se situe la qualité ou la valeur. Et donc, contre ce mouvement, il a lutté. C'est héroïque, mais malheureusement, ce n'est pas dans le sens de l'histoire. Les gens veulent avoir la performance du troupeau, la performance moyenne, en réduisant les frais. Et donc, quelque part, son style d'investissement va probablement mourir avec lui, ou quasiment. Il n'y a pratiquement pas de gens aujourd'hui qui véritablement font comme lui, à sélectionner 8 ou 10 valeurs et à pouvoir éventuellement avoir un tiers de ses actifs dans Coca-Cola, par exemple, comme il a eu dans les années 80. Ça, c'est un style de gestion qui est en train de disparaître et qui ne va probablement pas lui survivre, même si ça a du sens, même si c'est vraiment la meilleure façon probablement d'investir sur le long terme. Ça avait été dit par Graham, ça avait été dit par Keynes, ça avait été dit par Fisher, ça avait été dit par de grands personnages. Lui, il l'a mis en pratique, mais malheureusement, le sens de l'histoire ne va pas du tout ne va pas dans la même direction. Merci beaucoup Mathieu. Cette interview se termine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.